Après avoir vu les relations d'ensemble de Napoléon avec le monde allemand, hein, la Confédération du Rhin, créée en 1806, la Prusse vaincue en 1806, l'Autriche domptée en 1809, voyons le rôle que fut amenée à jouer Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche, qui épousa Napoléon en 1810. Après la victoire de Wagram du 6 juillet 1809, Napoléon imposa de dures conditions à l'Autriche et chercha à se remarier pour assurer une pérennité au système qu'il avait fondé. Il explora la piste d'une alliance russe qui fut récusée par la famille impériale russe et se tourna vers l'Autriche. Les tractations avancèrent bien et de fil en aiguille, l'affaire se conclut. Berthier fut envoyé présenter une demande officielle à la Hofburg. Berthier, dont on ne mit pas en avant le titre de prince de Wagram qu'il avait reçu pour ces dures journées de juillet 1809, Berthier fut envoyé présenter une demande officielle lors d'une grande cérémonie dans la salle d'audience de la Hofburg. Le convoi de la jeune archiduchesse s'ébranla de Vienne pour Braunau, où elle fut officiellement remise aux Français. Le mariage civil fut célébré le 1er avril 1810 au palais impérial de Saint-Cloud et une médaille fut commandée pour marquer l'événement. Les coins nécessaires à la frappe de la médaille furent gravés à Paris par 2 Français. Le droit fut convié à Bertrand Andrieux, qui exécuta les profils accolés du couple impérial regardant à droite, le portrait du souverain lauré se détachant sur celui de l'impératrice portant un riche diadème. Le graveur Julien-Marie Jouannin, un graveur moins connu, la signature est sur la base de l'hôtel Jouannin F pour Fécite, exécuta le revers. Tous deux en costume antique, l'empereur est roi, aux 2 souverainetés affirmées, et la jeune épousée, nommée Marie-Louise d'Autriche, d'après son prestigieux lignage, joignent leurs mains. Sur l'autel de l'hyménée, dont la base ronde est ornée d'un arc et d'un carquois, attribut de Cupidon, palpite une flamme. Je tiens bien sûr à vivement remercier M. Claude Billman, numismate et fin collectionneur, pour cette médaille qu'il a généreusement offerte, représentant le mariage civil du 1er avril 1810. À ce mariage civil du 1er avril 1810 succéda le lendemain de avril le mariage religieux. Ce mariage religieux se tint dans le salon carré du Louvre, aménagé en chapelle. Et pour gagner cette chapelle, le couple impérial, depuis les Tuileries, traversa la grande galerie, bourrée des conquêtes artistiques à travers l'Europe et singulièrement en Italie. Le dessinateur Baltard a représenté ce couple impérial suivi de la cour, les spectateurs sur les côtés et tous ces trophées artistiques accumulés saturant la grande galerie. Un observateur, un ancien émigré sarcastique, le marquis de Bonneval, nous a laissé cette description. L'empereur, en costume François Ier ou Henri II, la toque de côté était d'une humeur de bulldog. L'impératrice, en toilette de la même époque, n'était pas belle. Plutôt grande, avec une assez grosse figure boursouflée, elle me sembla assez commune. Le reste de la cour suivait, d'après les principes donnés par le directeur de l'opéra. Et ainsi fut faite une impératrice nous arrivant de Vienne. « Allons, Autriche, il te faut livrer ta génisse au minotaure de l'Europe », persiflait le prince de Ligne dans les salons de Vienne. Et remise aux Français, Marie-Louise gagna les Tuileries, cœur du pouvoir impérial. Si elle disposa du mobilier déjà rassemblé pour Joséphine dans les palais impériaux, tel un lavabo athénienne dessiné par Percier et Fontaine, tout l'ameublement de l'appartement d'Atour de l'impératrice aux Tuileries fut renouvelé. On acquit ce meuble serre-bijoux aux vantaux ornés
de 2 griffons affrontés reposant sur une palmette. Sur les côtés de la façade, 2 pilastres de bronze doré se lèvent, sommés d'une lyre antique à 4 cordes à la ceinture. Lyre, attribut féminin et renvoyant à la poésie. Duroc avait, le 18 février 1810, prescrit de fournir quelques petits meubles portatifs pour écrire, lire, dessiner ou travailler à l'aiguille. Et un nécessaire à broder. En effet, la broderie était familière à l'impératrice. Ce nécessaire, en maroquin rouge, doré au petit fer, porte sur le couvercle le chiffre ML couronné. À l'intérieur, le couvercle est muni d'un tiroir et le fond est garni de velours blanc et présente en creux des emplacements pour les objets du nécessaire. Par ailleurs, l'impératrice aimait à dessiner et prit des leçons de Prudhon puis d'Isabey. Elle remarqua une artiste qui présentait au salon de 1810 une poule couveuse entourée de ses poulets et le pigeon de L, l'un et l'autre peints sur velin, dans des circonstances que rapporte le Journal de l'Empire du lundi 11 mars 1811. Mademoiselle Pauline de Courcelles, actuellement Madame Knipp, auteure des dessins coloriés d'une fort belle collection de pigeons, admise à présenter un de ses dessins à Sa Majesté l'Impératrice, en a reçu un accueil rempli de bonté et la permission de prendre le titre de peintre d'histoire naturelle de Sa Majesté. 2 ans plus tard, elle exposa le Manura Magnificat, oiseau peint sur vélin. Un critique, René-Jean Durdan, remarqua ce dessin exceptionnel dans la galerie des peintres français du salon de 1812. Cet oiseau, qui ne se trouve que dans la 5e partie du globe, à la Nouvelle-Hollande, près du port de Jackson, étale sa queue comme nos pans, et alors il offre la plus exacte ressemblance avec une lyre. C'est ainsi que Madame Knipp l'a peint. L'exécution est parfaite. Marie-Louise avait été élevée avec rigueur et sévérité en Autriche. Toute jeune, elle était âgée à peine de 19 ans, elle devint l'épouse du monarque le plus puissant d'Europe, dont la cour se devait de refléter la puissance par le luxe, et elle eut désormais à sa disposition des objets d'un luxe inouï qu'elle n'eût probablement jamais connu à Vienne. En témoigne ce déjeuner des peines et plaisirs de l'amour qui, entré au magasin de vente de Sèvres le 28 décembre 1812, fut livré au Palais des Tuileries, certainement pour être offert en étrenne. Sauf que, destiné à la comtesse de Ségur, ce déjeuner retint l'attention de Marie-Louise, qui le garda pour elle. Ce déjeuner des peines et plaisirs de l'amour comprend 8 pièces. La théière Asselin représente d'un côté les amours sages se partageant les âmes et de l'autre les amours violents se les disputant. Sur le pot-alais grec figurent les amours sages assortissant les âmes en leur faisant goûter toutes sortes de plaisirs. Le pot à sucre est orné d'un côté des amours sages élevant les âmes et de l'autre des amours violents les tourmentant. Le bol hémisphérique de première grandeur représente les amours sages cherchant à s'emparer de l'âme par toutes sortes de moyens. Quant aux tasses jasmin à anse, elles offrent les amours violents consumant l'âme, les amours violents asservissant l'âme, les amours sages protégeant l'âme de la jalousie, représentée par un serpent, et les amours sages réunissant les âmes qui se connaissent. Faut-il y voir une allusion aux liens bien réels qui unirent Napoléon et Marie-Louise? Marie-Louise s'attachant à cet époux que la diplomatie internationale lui avait donné. Certes, certains de ricaner, tel Roustan, chez elle,
l'attachement ne prit jamais racine. Néanmoins, Marie-Louise fut, lors des moments difficiles du printemps 1814, tentée d'aller rejoindre son époux. Ce sont les manœuvres de l'Autriche qui l'en dissuadèrent. Dans son intérieur, Marie-Louise s'adonnait à la broderie, à la musique, à la lecture, au dessin et même à la peinture. Et de cela témoigne ce magnifique tableau peint par Alexandre Mangeot qui le présenta au Salon des artistes vivants qui ouvre à l'automne 1810, soit l'année même du mariage. On y voit Marie-Louise, aux yeux bleus, en robe bleue et châle rouge, les pieds sur un coussin, assise, occupée à esquisser les contours à la craie sur une toile vierge posée sur un chevalet de l'empereur qui prend ici une pose de profil telle une médaille antique. La composition est très astucieuse. Elle offre un triangle dont le sommet est la couronne que brandit cette figure de victoire associée à une renommée armée de trompettes. L'impératrice est de profil, la tête légèrement de 3/4. La figure de victoire renommée joue aussi d'un profil. L'empereur est résolument de profil et la base du triangle passe par ce chapeau doté d'une cocarde posée sur un coussin dont le dossier est orné d'une lyre, attribut féminin. La scène se passe bien sûr dans le palais impérial des Tuileries, à la riche décoration. En partie haute, une frise peinte offre 2 femmes agenouillées de part et d'autre d'un autel où repose une couronne. Puis, une palme dressée, un attribut formé du carquois de Cupidon et de la torche de l'hymen entrecroisée, entourée d'une colonne. De nouveau, une palme de victoire dressée, 2 cornes d'abondance entrecroisées et entourées d'une couronne, allusion à la prospérité qui naît de la paix, elle-même fille de la victoire. Enfin, dans l'angle, un griffon peint qui rappelle ce motif de griffon des vantaux de la commode serre-bijoux de l'impératrice. Une porte à double battant est peinte de 8 compartiments, probable allusion aux 9 muses, mais pour des raisons de géométrie ici réduites à 8, où d'élégantes figures féminines dansent. Dans le lointain, on devine un feuillage. Un riche mobilier meuble cette pièce. Une draperie rouge frangée d'or recouvre le guéridon où repose un nécessaire à dessin. Sur le chevalet, à 3 pieds, on devine de même un couteau qui permet de tailler les crayons. Le comte de Clary et Aldringen, petit-fils du redoutable persifleur qu'était le prince de Ligne, ne put s'empêcher d'ironiser en voyant Marie-Louise occupée à peindre le portrait, guillemets, de son nana ou popo. Elle l'appelle d'un de ces 2 noms-là et le tutoie, ce dont les Français ne reviennent pas. L'impératrice Marie-Louise fait le café pour l'empereur tous les matins. Il en est enchanté, trouve que les Allemandes seules sont bonnes ménagères et les recommande comme épouse à tous ses généraux, note-t-il dans ses souvenirs. L'impératrice séjourna longuement aux Tuileries, à Saint-Cloud, ainsi qu'à Fontainebleau, à l'automne 1810, dans un long séjour du 25 septembre au 16 novembre. Elle écrivit à son père ceci : « Je trouve ce séjour extrêmement ennuyeux, car mon appartement ressemble à un cachot. » De ce même séjour de l'automne 1810, nous avons un témoignage d'une de ces dames, Sophie Henriette Cohandet, veuve du général Durand. « Il faisait froid et humide dans ce grand château. Il y avait du feu partout, excepté chez l'impératrice qui, habituée au poêle, prétendait que le feu l'incommodait. Un jour, l'empereur vint à passer quelque temps près d'elle. En sortant, il se plaint du froid et dit à la dame de service de faire du feu. Lorsque l'empereur fut parti, l'impératrice défendit qu'on en fît.
La dame de service était mademoiselle Rabusson, jeune personne sortie nouvellement des couvents, très franche et très naturelle. L'empereur revint 2 heures après et demandait pourquoi on n'avait pas exécuté ses ordres. « Sire, dit la dame, l'impératrice ne veut pas de feu. Elle est chez elle et je dois lui obéir. » L'empereur rit beaucoup de cette réponse et, en rentrant chez lui, il dit au maréchal Duroc qui s'y trouvait « Savez-vous ce qu'on m'a dit chez l'impératrice ? Que je n'étais pas chez moi et qu'on n'y ferait pas de feu. » C'est lors de ce séjour à Fontainebleau que fut officiellement annoncée, le 12 novembre 1810, la grossesse de l'impératrice. En 1811, Napoléon et Marie-Louise voyagèrent en Hollande, point de Fontainebleau. En 1812, ce fut la campagne de Russie, point de Fontainebleau. En pleine retraite, catastrophique et calamiteuse retraite de Russie, le 5 novembre 1812, Napoléon écrivit à Marie-Louise « J'aurais eu autant de plaisir que toi à faire le voyage de Fontainebleau, mais il n'y faut plus penser cette année. Celui de l'an prochain en sera d'autant plus agréable. » L'année suivante, il y eut certes un voyage de Fontainebleau, mais non point à l'automne, dès le début de l'année, en janvier 1813, lorsque Napoléon essaya de se raccommoder avec le pape. On partit pour Fontainebleau sans crier gare. Et cette même veuve du général Durand témoigne. Sans que personne s'y attendît, l'empereur fit prendre la route de Fontainebleau. C'était une chose très plaisante que le désordre que ce voyage imprévu occasionna. Personne n'avait de domestique, point de femme de chambre, point de bonnet de nuit, rien enfin pour la toilette. Avec cela, il faisait un froid excessif. L'eau gelait auprès du feu. Tout le monde passa une fort mauvaise nuit. Le matin, les piqueurs arrivèrent avec les bagages et les domestiques. Napoléon, qui était habitué à la dure, se rit du désarroi féminin et il disait « Ah, mesdames, vous êtes venues sans munitions de toilette. » Le 16 juin 1810, il y eut une visite de la manufacture impériale de Sèvres. Au cours de cette visite, fut offerte par la manufacture une tasse ornée du portrait de Marie-Thérèse d'Autriche, arrière-grand-mère de Marie-Louise. Cette tasse est peinte, d'après un pastel de Ducreux, d'un médaillon représentant Marie-Thérèse vêtue de noir. Sur la soucoupe, volette sur le bord vert de chrome des papillons d'or, tandis que, au centre du bassin, apparaissent de nombreux attributs politiques, guerriers et artistiques. On distingue glaive, arc, lance et couronne de victoire, ainsi que, plus féminin, un miroir, une aiguière, un diadème, une lyre. Toute qualité reconnue à Marie-Thérèse et que l'on prête à Marie-Louise. Il y a dans cette tasse un sens politique qui fait allusion au renversement des alliances conclues par le traité de Versailles du 1er mai 1756, par lesquelles l'Autriche de Marie-Thérèse et la France de Louis XV enterraient officiellement une rivalité de 250 ans qui remontait à Charles Quint et à François Ier. Ce parallèle fut perçu par les contemporains. Lors du voyage en Belgique, dans les anciens Pays-Bas autrichiens, les Bruxellois ménagèrent à l'impératrice un accueil triomphal le 29 avril 1810. La relation officielle diffusée par la presse s'en fit l'écho. Les armes de France et d'Autriche réunies ornaient beaucoup d'édifices publics ou particuliers et apparaissaient parmi les devises décorant les bâtiments. Elle sera pour nous une seconde Marie-Thérèse.